Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Parlebosc, dans les Landes, à la frontière du Gers, pour découvrir la plus vieille eau-de-vie de France, j'ai nommé l'Armagnac. Je suis partie à la rencontre de Cyril Laudet, producteur au château de Laballe. L'arrivée au château vaut en elle-même le détour. C'est une magnifique bâtisse au cœur de la campagne landaise. Elle transmet une atmosphère mystique, on sent le poids de l'histoire. Quand on rentre à l'intérieur, le château tient ses promesses. Il nous offre une vue plongeante sur les lignées de tonneaux faisant vieillir l'Armagnac. Et l'œil est tout de suite attiré par un magnifique alambic en cuivre, une pièce incroyable dont je vous mettrai les photos sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, il y a Cyril qui nous attend sur le pas de la porte. Cyril est la 8e génération à travailler au château. Il est passionné par son métier et vous le verrez, ça le rend passionnant. Il se bat au quotidien pour faire valoir les atouts de l'Armagnac, car plus qu'une eau de vie, ce spiritueux reflète un véritable art de vivre. Et tenez-vous prêts les amis, avec Cyril, Armagnac is back. Je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Eh ben là, on est au château de Laballe, à Parlebosc. Donc moi, je suis un vigneron depuis un peu plus de 10 ans, même bientôt 15, ça passe vite. Et je suis donc producteur d'Armagnac. Et alors, je crois que tu es la 8e génération de ta famille à t'être installée. Ça a été quoi le déclic pour toi de reprendre l'exploitation ? Je ne sais pas si on peut parler vraiment de déclic, j'ai toujours eu au fond de moi, je pense. Mais sans trop le savoir, on va dire que ça part d'un rêve en fait. D'un rêve de garder cette propriété qui est immense et surtout magnifique dans la famille en fait, que ce ne soit pas vendu, tout ça. J'avais pas du tout envie de voir cette propriété partir en fait. C'est parti de là. Ok, et après tu t'es installé à ce moment-là, comment ça s'est passé ? En fait, je travaillais à l'époque dans le Languedoc, plus précisément dans les Corbières, où je travaillais dans une petite exploitation agricole, plutôt viticole, donc une propriété de vin. Et en fait, mon grand-père, un jour, m'appelle, il était âgé de 83 ans, il me dit « Écoute Cyril, je vais arrêter ». Et je lui dis « J'arrive ». Je pense qu'il s'y attendait pas. C'est vrai, pourquoi ? Parce que j'ai passé pas mal d'années, donc pas loin de 10 ans, loin de la Gascogne, loin des Landes, et j'habitais Barcelone à l'époque, donc je pense que en Espagne, hein, pas dans le Gers. Pas Barcelone du Gers, pour les connaisseurs. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je quitte justement ma vie plutôt citadine et tout ça pour venir me réinstaller en Armagnac. Et comment tu t'es adapté le fait d'être dans une si grande ville avec tout le dynamisme qu'on connaît de Barcelone et d'arriver à Parlebosc au début, tout s'est fait naturellement ou... Non, loin de là. Loin de là, ça n'a pas été facile. Et puis j'étais avec Julie, qui est devenue ma femme par la suite, qui elle aussi travaille à Barcelone. Donc on a dû changer beaucoup de choses au départ. Ça a été un rythme pendant 2-3 ans pas simple, parce qu'en gros je faisais pas mal d'allers-retours. Julie avait avait trouvé un travail du coup à Carcassonne, d'où elle est originaire. Et moi donc du coup ici à Laballe, à Parlebosc. Et puis je faisais la navette. Quand j'étais ici, je dormais chez mes parents et après, les week-ends, je repartais à Carcassonne ou elle revenait ici. Enfin voilà. Ouais, tu dis que c'était un rêve, mais c'était quand même une vraie motivation parce que ça te demandait beaucoup de sacrifices au démarrage. Ouais, bon, à cet âge-là, on voit pas ça. Enfin, moi, je l'ai jamais vu comme un sacrifice. Ça aurait pu, je pourrais l'appeler comme ça si j'étais pas allé au bout du projet. Et en effet, j'aurais pu avoir la sensation d'avoir perdu quelques années de ma vie, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, je regrette rien, au contraire. Donc, c'était pas un sacrifice à 27 ans. On est mobile, on n'a pas besoin de grand-chose. Voilà, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de grosses attentes. Oui, et qu'on comprenne d'où t'es parti, le chemin que tu as parcouru, c'est qu'au début, on l'a pas raconté, mais tu avais pris 1 hectare pour tester ta production et apprendre, quoi. T'es parti de 0. De 1. De 1 hectare. De 1 hectare, ouais, que j'avais loué à mon grand-père, en effet. J'ai pris 1 hectare qui étaient des vignes où j'ai grandi autour, mais en fait quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, je voyais mon père travailler dans les vignes, je me suis dit oh là là, j'ai vraiment pas envie de faire ce métier. Et puis en fait, il y a des très bons côtés dans ce métier, et voilà. Mais oui, j'ai commencé avec 1 hectare pour apprendre, avec un alambic ambulant qui venait, apprendre à tailler, tout ça, apprendre le travail de la vigne, et puis surtout ses problématiques, et surtout, on va dire que j'ai passé 3 ans avec 1, 2, 3 hectares, et ça m'a permis un peu de
de humer, de m'inspirer, de comprendre le marché, de savoir vers où je voulais aller. Et en effet, donc ça c'était 2007, 2008, 2009. Et en 2010, j'ai décidé de racheter les stocks d'Armagnac de mon grand-père. Donc mon premier crédit, on va dire, mon premier emprunt. Et à partir de là, j'avais une base de travail pour pouvoir aller voir justement les cavistes, les restaurateurs, commencer à vendre mes premières bouteilles. Voilà. En tout cas, quand on voit ton domaine, on se dit que c'était Paris gagnant. Qui dans ta famille a initié la production d'Armagnac ? Ah, ça date à 1820. C'est Jean-Dominique Laudet, donc 8 générations avant moi, qui a acheté cette propriété à l'âge de 60 ans. C'est un Gascon, un natif de Mirande. Il est parti aux Antilles sur l'île de Saint-Thomas pour faire du commerce d'épices et de coton. Il est parti pendant 24 ans. Et en fait, il est rentré, il a écrit des lettres à son fils, Alexandre, et il lui a dit « Je rêve de faire de l'Armagnac. Ici, personne ne connaît l'Armagnac. On ne parle que de Rome. Je veux faire découvrir l'Armagnac au monde entier. Trouve-moi une propriété en Armagnac. » Et du coup, ils ont fini par trouver la balle. C'était pas simple à l'époque. On parle de 600 hectares de terre, 150 hectares de vignes, 120 personnes qui travaillaient là en polyculture. C'est un village, en fait. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de chance. Il y a un livre qui a été écrit par la 4e génération, Fernand Laudet, qui s'appelle « En Armagnac il y a 100 ans ». Donc, il écrit en 1920 l'histoire de la balle en 1820. Et ça m'a beaucoup inspiré. T'as vraiment un poil d'histoire quand même. L'histoire, elle est belle à développer. Ouais, alors c'est pareil. Pour moi, c'est pas un poids, c'est plutôt un moteur. Mais vraiment, parce que j'étais un peu paumé. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Je pensais pas avoir les capacités à faire ça en plus. Et puis en fait, tout s'est bien embrayé, je dirais. Tout s'est bien goupillé. Et aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt un moteur. C'est plutôt une main qui me pousse dans le dos là et qui me dit allez, vas-y, tu peux tout imaginer que l'inverse. Donc c'est pas un poids. Et je lisais que tu disais que le château de la Balle, ça avait été un truc de retraité pendant très longtemps. Pourquoi ? Alors, pas un truc, une maison de retraité. Parce qu'en fait, depuis mon aïeul, donc Jean-Dominique Laudet, dont on parlait à l'instant, qui a acheté la Balle à 60 ans, qui est décédé à 88 ans déjà à l'époque, on parle de 1849. Et en fait, jusqu'à mon grand-père qui a repris la Balle à 60 ans pour arrêter à 83 ans, en fait, ma famille faisait carrière dans autre chose. Ça a été dans l'agriculture, c'était le cas pour mon grand-père qui était œnologue, ingénieur agronome, qui travaillait notamment au château Béchevel à Saint-Julien, qu'il a dirigé pendant des années. Et en fait, il est revenu à la Balle pour s'occuper de la propriété. Et en fait, ma famille faisait carrière dans autre chose. Et moi, je suis le premier à avoir commencé finalement à 27 ans. Et donc avec peut-être des codes vraiment différents et pas les mêmes attentes. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire ton exploitation aujourd'hui ? Quelle est ton activité ? On fait plein de choses et ce qui est génial dans ce métier, en fait, on est agriculteur mais pas que. Dans le vin, dans l'Armagnac, parce que je parle de l'Armagnac mais je fais aussi des vins, mais vous avez bien compris que l'Armagnac c'était quand même vraiment ce qui me passionnait vraiment. Je pense que c'est notre histoire et c'est notre avenir. L'Armagnac est nouveau en Gascogne, ça a une 40aine d'années et l'Armagnac ça a plus de 700 ans. Nous, ça fait plus de 200 ans qu'on fait ce métier et c'est vraiment ce qui m'anime. La chance et l'avantage qu'on a dans nos métiers, c'est qu'en effet, on est agriculteur, mais on est aussi des commerçants, on fait aussi du marketing, on fait plein de choses, on s'intéresse à l'agroforesterie, on a tout converti en bio, on distille, enfin, c'est tellement complet, c'est très enrichissant. Et alors pour parler du cœur du sujet, de ce qui t'anime, l'Armagnac, est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quoi c'est produit ? Du raisin. Des raisins blancs, il existe 10 cépages en Armagnac. Les principaux sont l'Uni-Blanc, le Colombard, le Bacot et la Folle Blanche. Et ensuite, on a des cépages oubliés comme le Plan de Grèce, le Jurançon Noir, tout ça, qui sont d'autres cépages qu'on ne retrouve quasiment plus. Ce serait intéressant de s'y intéresser. Là, j'ai planté un demi-hectare de Plan de Grèce il y a 3 ans qui vont arriver en production. On n'a plus tellement de recul sur ces cépages-là. Même nous, on travaille en termes de viticulture et tout ça, c'est un peu des nouvelles habitudes à prendre. Donc on découvre, il y a des choses à redécouvrir en Armagnac aussi. Mais voilà, donc c'est fait avant tout à base de raisins blancs. Donc on fait un vin blanc et qu'on distille en suivant. Ouais, c'est du vin blanc distillé. Oui, c'est du vin blanc distillé, ouais. Vin blanc distillé, des vins blancs qui sont vinifiés naturellement, en tout cas ici à la Balle, pas de levure, rien. C'est des vins qui sont surtout pas sulfités parce que on a des alambics qui ne distillent pas les sulfites. Donc c'est un vin blanc qui est totalement naturel. Et ensuite, on va allumer notre alambic qui est comme une vieille chaudière sortie d'un livre de Jules Verne. Et avec cet alambic, on va concentrer l'alcool, c'est-à-dire qu'on va dissocier l'eau du vin
pour en faire un Armagnac. Et en gros, ça sort de l'alambic autour de 55-60 degrés. Très bien. J'ai un ami que j'ai eu au téléphone tout à l'heure qui me disait « Mais oui, mais moi, en cours de physique, en 5e, on m'avait fait distiller du vin blanc en Armagnac. Donc, c'est vraiment un truc de landais, ça. » Ouais, mais d'ailleurs, on peut dire ça. Pas de panique pour ceux qui n'ont pas eu ce cours-là. On va reparler de la distillation pour que tu nous réexpliques. Moi, je l'ai pas pris à l'école, en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les grandes étapes de fabrication pendant l'année, enfin les grandes étapes pour produire l'Armagnac? Ouais, déjà on va partir des étapes de la vigne, donc c'est-à-dire qu'en début d'année, au mois de janvier, on va commencer à tailler la vigne. Ensuite, après la taille, on va tirer les bois, on va travailler les sols. On va mettre en place tout un calendrier de traitement en fonction des conditions météo. Il faut savoir qu'ici, je suis en dernière année de conversion bio. L'objectif est d'aller vers la biodynamie, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en fait, je dirais qu'il y a du travail tous les jours. Il nous faudrait même des journées de 20 heures de boulot pour arriver à faire tout ce qu'on avait à faire. Parce que la vigne, sans la main de l'homme, ne produit pas de raisin. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est une liane. Donc c'est énormément de travail, pied par pied. Et donc je dirais jusqu'au vendange, il y a un cycle qui est assez vaste et assez complexe. Et à partir de là, je dirais à partir de début septembre, mi-septembre, ça va dépendre des cépages. Il y en a qui sont plus ou moins précoces, eh bien on va vendanger. Donc ici, les vendanges se font mécaniquement et plutôt de nuit pour favoriser la fraîcheur des raisins, éviter l'oxydation. Quand tu dis mécaniquement, donc c'est avec une machine, okay. Machine à vendanger. On privilégie ça. Déjà ici, en Gascogne, les vendanges manuelles ne sont pas du tout développé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vendangeurs ici, trouver des équipes de vendangeurs c'est quasiment mission impossible et on s'est aperçu que dans la qualité des eaux de vie, des Armagnacs, il n'y a pas de différence. Autant pour un vin, pour aller chercher certaines concentrations, typicité, le travail à la main, et je peux en parler parce que je le fais notamment dans d'autres endroits, la vendange manuelle est top, mais sur l'Armagnac, la vendange mécanique est vraiment très bien. Donc à partir de là, donc on presse nos raisins, on envoie nos raisins dans la cuve et ensuite on laisse partir en fermentation, c'est-à-dire que c'est tout simplement le sucre du raisin qui va se transformer en alcool et à partir de là on va faire un vin blanc qui va être très acide parce que les dates de vendange pour faire des Armagnacs sont souvent plus précoces que pour faire du vin parce que parfois on utilise un même cépage qu'on utilise en Armagnac et également pour faire du vin si on prend l'exemple de l'Uni Blanc. Et donc voilà, et donc après on en obtient un vin au bout d'un petit mois de travail, je dirais, de vinification. D'accord. Et donc après la vinification, il y a le moment de la distillation, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc le vin va se reposer, je dirais, on va laisser déposer le vin pendant un mois supplémentaire. Et à partir de début novembre ou mi-novembre, tout dépend un peu de la date de vendange, on va commencer à distiller. Voilà. Donc chez moi, on a une vraie particularité, c'est qu'on distille encore au bois. C'est-à-dire que j'ai un alambic qui fonctionne au bois, tout simplement, et pas au gaz comme 98% des alambics. Et donc, ce qui se passe, c'est que je recycle mes piquets de vigne qui sont en acacia. L'acacia est un bois très, très intéressant pour ça parce qu'il envoie beaucoup de calories. Ça chauffe fort. À l'inverse du chêne, par exemple, où le chêne va être dans une cheminée, il va crépiter pendant longtemps, mais on ne va pas avoir de chaleur très vive. Là, l'acacia, c'est idéal. Et donc là, je brûle mes piquets de vigne en acacia qui sont usagés. Donc on finit la boucle, je dirais, et ça nous permet du coup d'alimenter l'alambic. Et si je vais au bout de ça, tant qu'on est dans les acacias, c'est que là j'ai un projet de planter un bois d'acacia pour pouvoir faire mes piquets dans 15 ans, qui finiront leur vie dans l'alambic dans 30 ans. Et alors cette distillation, contrairement à, tu avais dit, un producteur de whisky que j'ai vu et qui distille tout au long de l'année, vous, ça dure vraiment 10 jours, quoi. C'est le moment de l'année. Oui, ça dure 10 jours, mais on a le droit de distiller entre novembre et fin février, en gros. Parfois, il y a des dérogations, machin. Mais on distille assez tôt, 10 jours, parce qu'on a un alambic, en gros, 10 jours, c'est pour faire à peu près l'équivalent de 50 barriques. C'est des barriques on parle de pièces en Armagnac, c'est des pièces de 420 litres, et on fait à peu près 5 pièces par jour. Donc oui, 10 jours, ça me suffit pour l'instant. Je rêve d'avoir suffisamment de vignes pour distiller pendant un mois, ça viendra. Mais aujourd'hui, ça dure 10 jours, et c'est déjà bien. Parce que pendant 10 jours, on reste autour de l'alambic. Il faut les tenir allumés pendant 10 jours non-stop. C'est ce que j'allais te demander, parce que le fait que ça soit au feu de bois, j'imagine qu'il faut l'entretenir, le feu. C'est ça. En gros, toutes les 20 minutes, il faut recharger en bois. Donc, pour l'instant, on tourne à 2.
C'est essentiellement Christophe et Olivier qui sont là et qui vont alimenter l'alambic. Ils font 12 heures chacun autour de l'alambic et ils mettent du bois dedans et ils gèrent surtout cette vieille machine qui est quand même assez capricieuse. Ouais, et qui est magnifique. C'est ton propre alambic. Pourquoi tu as fait le choix d'avoir le tien alors qu'il y a des distillateurs ambulants, on peut appeler ça, qui passent de chez en chez? Ouais, c'est vrai qu'en plus, le distillateur ambulant, ça a beaucoup de charme. C'est une vraie tradition ici en Armagnac que j'ai décidé d'arrêter il y a quelques années déjà, parce que je trouvais dommage de gérer la partie viticole, donc toute la conduite du vignoble jusqu'à faire du vin. On gère l'élevage dans nos chais et tout ça, jusqu'à la mise en bouteille. Et en fait, j'avais envie de maîtriser cette partie qui est la distillation et qui finalement n'est pas commun en Armagnac. Donc souvent on distille avec un alambic ambulant et on confie, je dirais, cette tâche à un ambulant. C'est souvent très bien fait, c'est pas le problème. Mais j'avais envie d'avoir ça chez moi. Déjà l'objet en lui-même est magnifique. Ouais. C'est une je mettrai des photos cuivre, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai la chance, j'ai trouvé au bout de quelques années de recherche, j'ai réussi à trouver un vieil alambic de 1947 qui fonctionnait donc du coup au bois et c'est un régal. Ça nous donne des eaux de vie mais magnifiques et j'ai la chance de bien connaître Jean-Claude, si on peut le nommer, qui connaissait cet alambic par cœur dans la propriété où il était avant et qui m'avait vivement recommandé d'essayer de l'avoir. Voilà. Super. Et alors, cette période de distillation, est-ce que c'est une période de pression ou est-ce que c'est une période de fête? Les deux. Grosse pression au moment de préparer. Un alambic, c'est comme une vieille voiture. Vous savez pas trop à quel moment ça va. Il y a une pièce qui va lâcher ou voilà, c'est tout en cuivre. L'avantage, c'est que c'est du coup, on peut tout bricoler entre guillemets, mais on a parfois des surprises. Donc oui, pression à ce moment-là, jusqu'à l'allumage, pardon, ça reste il y a un bon moment il y a de la pression, c'est évident. Je vois les équipes là, qui sont autour et tout. Je reviens sur Christophe Olivier. On sent qu'il y a une grosse pression. Par contre, au moment où il allume et au bout de 24 heures, c'est un vrai soulagement quand on voit qu'il ronronne. Pareil, c'est comme une vieille voiture, je le répète, une vieille voiture qui est au ralenti, quand on voit qu'elle tient le ralenti, que ça bouge plus. Là, c'est idéal. Et après, il y a parfois, s'il y a le vent qui se lève, même s'il est à l'intérieur et tout, l'alambic réagit vraiment à la pression atmosphérique, au temps, par rapport au temps qu'il va faire à l'extérieur. L'air de rien, il va fonctionner de manière très différente. Donc, je dirais que même c'est plutôt au bout de 3-4 jours qu'il a un vrai rythme de croisière. Et le fait qu'il ait ces variations, qu'il y ait des variations de température, j'imagine, parce que c'est chauffé au feu de bois, donc ça ne doit pas avoir une température continue comme le gaz. Est-ce que ça participe à la complexité des arômes de l'Armagnac ? C'est un long débat, ça, et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je répète. Oula, je voulais pas mettre les pieds dans le plat. On n'est pas nombreux à distiller au bois. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de l'atmosphère, je vous invite à venir manger autour de l'alambic. Ça n'a rien à voir. Une petite grillade au feu de bois sous l'alambic, on ne peut pas le faire avec un alambic au gaz. Si tu nous invites, on va venir. Hein. Les portes sont ouvertes. Alors, on a même un chef qui vient, Flo, qui vient nous faire la popote autour de l'alambic. Et c'est vraiment un moment que je veux partager. Maintenant, moi, je vais expliquer en effet que la variation de température peut en effet amener quelques touches probablement de caractère différentes à celles du gaz par rapport sur nos Armagnacs, mais j'en sais rien. Et puis aujourd'hui on a plein de barriques, elles sont toutes différentes. Ce qui est sûr, c'est que ça a toujours marché comme ça fait des siècles que ça fonctionne comme ça. Le gaz, c'est surtout du confort. Voilà. Mais aujourd'hui, on pourra en reparler dans quelques années, mais je pense que je ne me suis pas trop trompé. Et alors après, une fois qu'il est distillé, il part au vieillissement. C'est ça. Donc là, ça sort, c'est transparent. C'est transparent, c'est comme de l'eau, en effet. C'est en plus alcoolisé quand même. Voilà, autour de 55-60 degrés, même parfois 52. Et donc, en effet, il est totalement transparent. Donc, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une planche d'Armagnac. Enfin, c'est un Armagnac blanc, tel qu'il était, je dirais, autrefois. Autrefois, c'était un remède qu'on trouvait chez les apothicaires, donc les pharmaciens de l'époque. Et finalement, on appelait ça une eau de vie, puis l'Armagnac. Mais c'était servi comme ça. Et ensuite, c'est pendant les transports, il y a plusieurs siècles, qu'on s'est aperçu que l'Armagnac évoluait en barrique. Et on a eu l'idée de le mettre en barrique pour le faire vieillir. Et en effet, aujourd'hui, on favorise, donc c'est que du chêne français dans le cahier des charges. Aujourd'hui, moi, je travaille qu'avec des chênes de Gascogne, du sud-ouest. Je travaille avec la tonnellerie Bartholomew, qui est au Fraîche, un petit tonnelier qui travaille tout seul, qui fait un super travail, qui fait quasiment que de la pièce d'Armagnac. Il y a une grosse emprise, je dirais, locale, jusqu'au choix du chêne qu'on va utiliser pour faire nos barriques. Et du coup, c'est ce chêne qui donne la couleur ensuite un peu orangée, mat de l'Armagnac. Ouais, la couleur, les arômes.
Ça contribue à plein de choses. L'oxydation, parce que le chêne finalement est légèrement poreux, ça laisse passer l'air, donc ça favorise aussi certains vieillissements. Donc après, ça va être le temps passé en barrique, et surtout, il y a une vraie différence à faire entre une barrique qui a déjà servi pendant des années et une barrique neuve. Il faut arriver à assembler tout ça en fait. Si on n'utilise que de la barrique neuve, souvent des Armagnacs très marqués par le bois, c'est puissant, c'est structuré, mais si on n'utilise que de la vieille barrique, parfois on manque aussi de caractère. Donc il faut arriver à assembler tout ça. Donc moi j'ai en gros entre 20 et 30% de barrique neuve, voilà. Et donc après c'est de l'assemblage, ou en tout cas on va mettre une partie en barrique neuve, après une partie en vieille barrique. Des Armagnacs qui ont passé un an en barrique neuve, on va les sortir pour les mettre dans les vieilles. Enfin bon bref, il faut venir pour comprendre. Mais du coup tu mélanges tout ça pour qu'après ça ait un goût équilibré. Sur un même millésime, en règle générale, on mélange tout ça, oui. Mais c'est vraiment du cas par cas. Et alors combien de temps l'Armagnac il reste dans ses fûts ? Je dirais autant qu'on veut, tant qu'il n'arrive pas sous la barre des 40 degrés. Voilà. Un Armagnac, dans le cahier des charges, il doit faire minimum 40 degrés. Donc on distille autour de 55 degrés. On va dire que dans mes chais qui sont relativement humides, je vais perdre 1 degré tous les 5-6 ans. Donc au bout d'un moment, mais au bout de 40, 50 ans, on se rapprocher des 40 degrés. Et c'est à ce moment-là qu'en effet qu'il faut les figer, donc les mettre sous verre dans des bonbonnes. D'accord. Pour éviter de perdre, de continuer à perdre, parce que donc l'alcool de l'Armagnac s'évapore au fil des années. On perd à peu près pas loin de 4%, entre 2 et 6% par an, c'est ce qui est toléré aujourd'hui, de perte d'Armagnac chaque année. D'accord, mais le fait de le mettre dans des bouteilles en verre, ensuite l'Armagnac il est figé, il bouge Exactement, plus. Il est figé, mais il est figé aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'évolue plus. À partir du moment où il est sous verre, ça veut dire on peut dire qu'il a arrêté de vieillir. Et est-ce qu'il y a une durée minimale quand même de temps de vieillissement pour laquelle tu as le droit de vendre ton alcool sous appellation d'Armagnac ? Oui, c'est 1 an. 1 an. Ouais. Ah ouais, ok. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner tes conseils pour qu'on choisisse bien notre bouteille d'Armagnac ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? C'est quoi les différences peut-être d'âge, de millésime, tout ça ? Déjà écoutez votre caviste, voir s'il a bien retenu la leçon, mais il y a plein de paramètres en fait. Tout dépend de ce que vous aimez, mais plus il y aura d'explications sur l'étiquette, plus vous en saurez sur l'Armagnac et sa provenance et son terroir et la façon dont il a été distillé. Et on a tout à raconter. Justement, un des soucis, je trouve, en Armagnac, c'est qu'on s'est contenté de vendre un millésime sans rien raconter autour. Et je pense que c'est peut-être une des choses qui nous a fait le plus de mal, parce que l'Armagnac est souvent un cadeau, une date de naissance, un anniversaire. La bouteille n'est pas forcément bue. Et je pense que si on racontait un peu plus d'histoire autour de notre bouteille, je reviens sur les terroirs qui sont très importants ici, sur la façon dont ils distillent, la façon dont on mène notre vignoble, en bio, pas en bio, j'en sais rien, le cépage qui est utilisé. Il faut donner de l'information aujourd'hui, et plus on en donne, et plus on raconte d'histoires, de vraies histoires bien entendu, et plus on peut comprendre ce qu'on boit. Et c'est primordial, je pense. Et je pense qu'on connaît tous les mentions de millésime, tu en as parlé plusieurs fois, de hors d'âge aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Hors d'âge, ça veut dire au-dessus de 10 ans. Un hors d'âge doit avoir un minimum 10 ans. Moi, je trouve qu'en effet, on a simplifié à un moment donné. Hors d'âge, XO, ça veut dire la même chose, comme VSOP et réserve. Donc, il y a une partie qui est plutôt utilisée à Cognac, l'autre en Armagnac, mais ça veut dire la même chose. Mais finalement, ce sont des dénominations qui ne veulent pas dire grand-chose. Hors d'âge, c'est 10 ans minimum. Okay. Et millésime, c'est le fait d'avoir des raisins qui ont été tous récoltés la même année. Ouais. Et ce n'est pas d'assemblage de plusieurs récoltes. Non, c'est un même millésime. C'est comme dans le vin. Finalement, c'est le même code que le vin pour les millésimes, et ça correspond à une année de récolte avec ses caractéristiques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que justement, dans un millésime, on peut ne pas aimer un millésime, mais ce qui est évident, c'est que le millésime il reflète une année bien précise, et avec tout ce que ça comporte. Comme je répète, dans le vin, on a des bons millésimes, des moins bons, et dans l'Armagnac, c'est pareil, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est différent. Mais une fois qu'on a compris finalement ce qui se cache derrière ce millésime, et pourquoi on a ces notes-là, dans un Armagnac, et qu'on le comprend et qu'on l'explique, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de facilité à l'apprécier en fait. Si on sait pourquoi il y a un peu plus d'acidité, ou plus de fruits, ou plus d'agrumes, ou plus de tout ça, tout s'explique en fait. Et à partir du moment où on l'explique, je trouve qu'on l'apprécie beaucoup mieux. Et alors je vais te poser la question de l'auditeur maintenant. C'est Céline qui te demande quelle est la différence entre l'Armagnac et le Cognac. Il y en a plein. Déjà, c'est pas le même terroir, pas la même dénomination
c'est pas la même AOP. Et donc du coup, le cognac se situe principalement dans les Charentes, au nord de Bordeaux. Nous, on est dans les Landes, le Gers et donc le Lot-et-Garonne, donc au sud de Bordeaux. On a des terroirs très différents, des cépages différents dans certains cas, notamment le Baco, qui est vraiment typique de l'Armagnac et même plutôt du bas Armagnac landais. Et ensuite, on a la façon de distiller qui est différente. On n'utilise pas le même alambic. L'alambic charentais et je dirais on est sur des doubles chauffes, c'est-à-dire qu'on distille autour de 72 degrés. Donc on va pas avoir les mêmes styles quand on distille haut que quand on distille bas, donc plutôt je dirais autour de 55 degrés pour l'Armagnac. Ça va amener des vraies différences. On y voit plus clair. Bon, tant mieux. Et je vais passer maintenant à la minute économie du podcast, qui va être longue. Je voyais qu'il y avait quand même, tu me l'as dit, une baisse de la consommation d'Armagnac pendant longtemps. Finalement, un des gros challenges que vous avez, vous, producteurs d'aujourd'hui, c'est de relancer cette demande et cette consommation et ces ventes d'Armagnac. Ouais, complètement. Non, on parle de vente, en effet, c'est l'aboutissement, mais l'idée, c'est surtout mettre l'Armagnac à sa place, en fait. L'Armagnac, c'était 15 millions de bouteilles vendues dans le monde en 1980. Aujourd'hui, on est plus proche des 2 millions, donc ça a vraiment diminué. Ça a été accentué par le fait qu'en Gascogne, on se soit mis à faire du vin. Et en effet, avec des rentabilités très différentes, des nouveaux marchés, le vin se vendait entre guillemets tout seul. Et demandait moins de travail aussi, moins de temps de vieillissement. Moins de trésorerie. Quand on vendange en septembre et qu'on commence à vendre nos vins en janvier de l'année suivante, donc il s'est passé à peine 6 mois, c'est plus du tout la même gymnastique. En Armagnac, on vendange, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on vendra nos premières bouteilles. C'est souvent du compte-gouttes. Enfin, voilà. Mais ceci dit, je pense pas qu'il faut avoir des rêves de grandeur et tout ça, mais c'est juste être à notre place. Et de toute façon, on n'aurait pas les stocks. Si demain, le monde entier voulait de l'Armagnac, on pourrait jamais fournir. Mais c'est peut-être déjà en termes de prix, on est tellement en dessous de ce qui se pratique dans le monde du spiritueux. On est souvent des entreprises familiales, très familiales parfois. Enfin, et on compte pas ses heures de travail. On va travailler le week-end, on va travailler avec les cousins, avec la tante, la grand-mère. Et finalement, tout ça, on le compte pas. Le Gascon, et de ce côté-là, je trouve un peu... C'est dommage, quoi. C'est dommage, et du coup, l'Armagnac, le fait qu'il soit finalement trop accessible a été un peu dénigré, en fait. Aujourd'hui, on a des façons de travailler qui... Même si c'est une entreprise familiale, aujourd'hui on a des contraintes, on a plein de choses, un cas du travail et tout ça, et donc du coup on a besoin de revaloriser l'Armagnac, en fait, et le mettre à un prix juste, et je pense que les volumes derrière suivront. Il faut des qualités qui soient bien entendu le mieux possible. Enfin, je cherche mes mots, mais en tout cas il faut... Il y a tout à faire. Il faut imposer notre style aussi, parce que l'Armagnac a un vrai style. Souvent, c'est pris comme un alcool rustique, puissant, un peu agressif, alors que pas du tout, ou en tout cas pas forcément. Si vous venez à la Balle, que je vous fais une déguste d'Armagnac, vous allez voir qu'il y a des eaux de vie très fines, très accessibles, légères, enfin vraiment... il y en a pour tout le monde, en fait. Et tu pourrais justement nous dire le prix moyen de vente d'une bouteille d'Armagnac aujourd'hui ? Non, oui. De ta gamme, en tout cas. Ouais, disons que à la Balle, avec moins de 60 €, on se fait plaisir. Voilà. On va être entre 40 et 60 €, on va déjà avoir des très jolies bouteilles. Voilà. Plutôt sur des assemblages, pas forcément des millésimes purs, mais ça peut sur certains millésimes jeunes qui ont vraiment, je trouve, des belles choses. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on pense que l'Armagnac, plus il est vieux, meilleur il est, mais c'est pas forcément le cas. C'est une question de goût, c'est une question de moment. Parfois, on a envie de goûter des vins jeunes. Aujourd'hui, on boit des vins de 2020 et tout ça. L'Armagnac, c'est pareil, on peut boire des Armagnacs plus jeunes, plutôt de 10 à 15 ans, ce qui fait quand même jeune pour un Armagnac, plutôt que d'aller chercher des millésimes très anciens, et forcément qui sont plus rares et donc beaucoup plus chers. Mais aujourd'hui, voilà, à 60 €, on peut trouver une très belle bouteille d'Armagnac sur le marché. Mais bientôt, ce sera 80. Faut les acheter maintenant. Je vais repartir avec le stock. Et alors, je sais que tu vas pas être content parce que c'est un terme que tu n'aimes pas, mais est-ce que les producteurs d'Armagnac ont pas un enjeu de moderniser l'image de l'Armagnac, au-delà de la production qui doit rester traditionnelle et qui fait toute votre valeur, mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de modernisation de l'image ? Si, alors moderne, en effet, je trouve que ce mot moderne ne marche pas avec l'Armagnac, mais c'est très personnel. En tout cas, il faut le mettre au goût du jour, ça c'est évident.
et surtout raconter nos histoires en fait. Donc moderniser, oui, je me suis amusé avec Armagnac is Back, faire des suites en collaboration avec la marque 64. On fait des pâtés avec les conservistes. Là, on lance un pastis avec Goustut à Cabreton. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Les étiquettes et tes formats aussi de certaines gammes sont un peu novateurs. Il faut que je me différencie des autres parce qu'en effet, si on a tous le même millésime à proposer et qu'on raconte rien d'autre, ben le consommateur est perdu. Et nous, on n'amène pas d'histoire à tout notre travail qui quand même est hyper riche en histoire. On a trop d'histoires, on ne sait pas comment les raconter. Non mais c'est un peu ça, c'est dingue. Et du coup, aujourd'hui parler des cépages, habiller une bouteille d'Armagnac différemment, en effet, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément, oui, on le voit moderne parce que dans l'Armagnac ça n'a pas forcément été fait. Mais j'ai rien inventé. Et quand on se rend compte, tu as quand même bien relancé la production de ton château, puisque quand tu es arrivé, il y avait 5 barriques. Il y avait 5 barriques produites par an, par mon grand-père en effet. Mais avant mon grand-père, c'était plutôt 100 à 200 barriques produites par an. Et en fait, mon grand-père a commencé à faire des vins, donc comme beaucoup de maisons ici en Gascogne, et donc a plutôt orienté la production du vignoble vers les vins plutôt que vers l'Armagnac. Moi aujourd'hui, je fais machine arrière. Je reviens à fond sur la production d'Armagnac. On fait des jolis petits vins en Gascogne, mais on fait des grandes eaux de vie. Voilà. Donc voilà, et on a vraiment rien à envier à tous nos confrères de quelques pays qui soient, les whiskies écossais, les bourbons, les rhums et tout ça. On a vraiment notre place dans le monde du spiritueux. Qui te les achète justement, les bouteilles ? Est-ce que c'est des consommateurs français ? Est-ce que c'est à l'étranger que l'Armagnac se vend ? Comment ça se passe ? Mon marché ne reflète pas forcément le marché de l'Armagnac. Moi, je fais un gros travail sur la France parce que on a tout devant chez nous. Alors oui, mais là, c'est trop facile de l'être quand on est français. C'est vrai qu'on a tout. Mais en tout cas, parce que je pense qu'il faut déjà commencer à expliquer chez nous ce qu'on fait, parce qu'il y a un vrai travail à faire. Moi, quand je vais dans un restaurant dans le coin autour de chez moi et qu'on me sert un rhum, un digestif, c'est très bien, il faut de l'ouverture, mais au moins avoir le choix, mais surtout qu'on ait le choix avec 5, 10, 15 maisons d'Armagnac, parce que ça va passer par là. Il faut que chez nous, on parle de l'Armagnac et qu'on en soit fier. Et ça s'est perdu. Donc aujourd'hui, Armagnac is Back, ça veut dire ça aussi, mais... Alors oui, voilà, donc ça reflète pas forcément le marché, mais moi je me suis vraiment attelé à un marché local, français, on va dire, même si beaucoup de maisons exportent leur Armagnac en Chine, bon, moins en Russie aujourd'hui, mais qui est un pays vraiment important dans le monde de l'Armagnac. Moi, ce ne sont pas du tout mes marchés. Un petit peu aux États-Unis, mais aujourd'hui, je veux avant tout des gens qui comprennent notre histoire. Je parle pas très bien anglais, donc j'ai plus de facilité à raconter mon histoire ici déjà, chez nous, et que nous, on soit fiers de nos Armagnacs et qu'on comprenne. Et j'invite vraiment les gens à venir ici, comprendre l'Armagnac, et je suis en train de me structurer pour ça, pour recevoir du public, particulier, professionnel. Mais aujourd'hui, mes clients, sont essentiellement des cavistes et des restaurateurs. Et je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir comme ça pour l'Armagnac et d'avoir ton exploitation ? Fier, je sais pas si c'est le bon mot, mais peut-être que c'est par modestie. Ouais, voilà. Mais non, en tout cas, il y a une telle histoire. On est à l'opposé. Moi, ce que j'aime bien prendre les choses à contre-pied, en fait. Je me suis aperçu de ça. Et aujourd'hui, en effet, il y a 10 ans, je voyais des copains autour de moi, des startups, des choses qui poussaient dans tous les sens, de l'argent, entre guillemets, facile. En tout cas, il suffisait d'avoir la bonne idée. Et forcément, j'ai été interpellé, attiré par ce monde. Mais aujourd'hui, après 15 ans quasiment d'activité, je suis vraiment content d'avoir misé sur le travail à long terme, à très long terme. Moi, je vais vous dire, ce qui me rend fier, c'est de pouvoir transmettre la balle de la meilleure manière qui soit, en fait. Moi, j'ai bataillé pour le récupérer, je l'ai acheté à toute la famille. Enfin, bon, c'était des quelques années pas évidentes. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, c'est le transmettre à mes enfants, sans leur mettre la pression. Mais bon, c'est trop tard, c'est fait, il ne faudra pas qu'ils écoutent. Bon courage. En tout cas, transmettre à mes enfants ou à quelqu'un d'autre de la famille ou encore à quelqu'un d'autre de passionné, en fait, et qui a envie de respecter tous ces codes, parce qu'on fait vraiment les choses bien en Armagnac. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis quand en guise de digestif on nous servira de l'Armagnac ? Il y a un mot, enfin plutôt quelques mots que les gens connaissent mais savent pas forcément à quoi ça correspond, c'est la part des anges.
Et en fait, la part des anges, c'est la part d'évaporation de l'Armagnac, c'est-à-dire que moi, dans une barrique, je peux perdre 3, 4, 5% par an. Donc j'ai l'Armagnac qui s'évapore, donc une barrique de 400 litres, l'air de rien, 5%, et ben, il me manque tous les ans, je ne vais pas faire le calcul, mais... Ils feront le calcul, voilà, vous prenez la calculette. 5%, donc ça fait 20 litres, c'est ça. Et en fait, ces vapeurs d'alcool remontent et autour donc de la part des anges, on a un champignon du coup qui est tout noir, qui se développe, qui s'appelle le Turola. Et le Turola, voilà, c'est ce champignon qui noircit les murs des chais d'Armagnac. Ouais, on le voit là, les murs sont noirs, quoi. Ouais, c'est à cause de ce champignon. Ouais, et si vous prenez votre hélicoptère, vous verrez que les tuiles... Quand je vais rentrer voilà, à Marsan. c'est ça. Que le toit des chais d'Armagnac, du coup, les toits sont noirs aussi, noircis par ce champignon qui se développe. Donc, si vous vous baladez sur les routes en Armagnac et que vous voyez des toits de chais, de bâtiments qui sont tout noirs, vous pouvez vous dire qu'il y avait ou qu'il y a encore de l'Armagnac dessous. Ok, et on se dira pas que l'agriculteur a mal entretenu sa toiture du coup. Non, ce sera pas forcément ça. Et dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter, suivre l'actualité du château, commander tes produits? Ouais, eh bien déjà on essaye d'être assez actif sur Instagram, donc sur laballe-château. Pareil pour Facebook, on est sur Domaine de Laballe. On a un site internet qui est en reconstruction totale. Donc aujourd'hui, les informations sont pas forcément actuelles, je dirais. Donc sur laballe.fr. Voilà. Et je crois qu'on va pouvoir te retrouver aussi au Salon de l'Agriculture de Bordeaux au mois de mai. Oui, exact. Donc ça, c'est avec mes copains chez les Landais, dont je fais partie. Du coup, voilà, on est quelques copains associés. Et c'est très chouette parce qu'on va essayer d'aller dynamiser, animer ce salon de Bordeaux. Vraiment, on n'est pas allé à Paris cette année. Il y en a peut-être qui s'en sont aperçus. Bon, on n'est pas toujours les bienvenus. On a tendance à un peu... Vous mettez trop de bazar. Voilà, mais on va essayer de se tenir. Mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi tous les gens qui viennent chez nous. Mais s'ils mettent le bazar, c'est qu'ils en ont envie, je pense, et que ça correspond à un certain état d'esprit qu'on aime bien chez nous dans le Sud-Ouest. Voilà, après à Bordeaux... Si j'ai bien compris, on aura les mains libres. Oui, donc, je crois qu'ils sont contents de vous recevoir et qu'ils voulaient même me proposer de bon cœur. Voilà, j'espère juste qu'ils ne regretteront pas. Non, j'en doute pas. Bon, mais on viendra boire un verre d'Armagnac là-bas, en tout cas. Très bonne idée. Fermé, je crois que j'ai plus les dates, mais vous regarderez sur Internet autour du 20 mai, du 20 au 28, je crois. C'est ça dure 9 jours. Bon, merci beaucoup pour ton accueil et de m'avoir fait visiter ton magnifique château. C'était vraiment super. Avec plaisir et merci de s'intéresser à l'Armagnac. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.